et essayer d'y répondre. Donc tout d'abord, je me présente, Jérémy Bucaille. Donc je m'occupe des copropriétés au sein de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Je suis conseiller énergie, donc mon rôle, c'est d'accompagner les copropriétés, notamment plus précisément les conseils syndicaux, les syndics, dans les projets de rénovation énergétique pour être un appui et les accompagner sur les questions techniques, financières, pour mener à bien ces projets. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Premièrement, donc, je vais vous présenter notre structure, hein, l'Agence locale de l'énergie, l'ALEC, et nos missions, comment on peut vous accompagner. Deuxièmement, un point sur tout ce qui est rénovation énergétique en copropriété, les objectifs, la méthodologie, et également on fera un focus sur tous les aspects techniques. J'ai vu que vous aviez pas mal de questions, notamment sur quels sont les types de travaux qu'on peut envisager. Donc c'est un des objectifs de ce webinaire, sachant que bon, ça serait une présentation globale. Forcément, en fonction du type de bâtiment, il y aura des spécificités. Le but, ça sera, suite à ce webinaire, éventuellement de reprendre contact avec moi pour qu'on puisse étudier votre cas un peu plus précisément. Ensuite, on aura un petit moment de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié. Après, je ferai également un focus sur tout ce qui est aide financière, notamment avec les différentes évolutions, ce que vous avez peut-être entendu à la télé, à la radio. Il y a eu pas mal d'évolutions ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, on essaiera de faire un petit focus sur ça et de répondre à vos questions. Et également, il y aura un petit temps de questions-réponses après cette partie-là. Alors, l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, on est une association, donc association à but non lucratif. Notre objectif, c'est de promouvoir et d'accompagner tout ce qui est relatif à la transition énergétique sur notre territoire. Donc notre territoire, c'est le sud et le centre Yvelines. Je vous préciserai juste après quelles intercommunalités ça représente. J'ai vu que principalement vous êtes de notre territoire, mais voilà, notre territoire, c'est le sud et centre Yvelines. Notre rôle, c'est, on a différents types de publics, c'est à la fois les particuliers, au titre des maisons individuelles, les copropriétés, les communes et les entreprises. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner ces personnes-là, les conseiller, les renseigner sur tout ce qui est relatif à la rénovation énergétique, les aspects techniques, les aspects financiers, mais également les informer, les sensibiliser à travers des animations qu'on réalise toute l'année, notamment des visites de sites, des visites de maisons rénovées, des visites de copropriétés rénovées. Et également, on est présent, alors pas dans ce contexte malheureusement actuellement, mais on est présent sur des salons, sur des stands où on va au contact du public pour les renseigner justement sur des travaux d'isolation, sur qu'est-ce qui pourrait être fait en fait dans le logement pour améliorer la performance énergétique et réduire les consommations d'énergie. Donc, notre association, elle existe depuis 2001 et on regroupe 12 salariés. Alors, plus précisément, donc, nos territoires sur lesquels on intervient, c'est les intercommunalités de Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles-Grand Parc, Rambouillet-Territoire, Cœur d'Yvelines et tout le parc naturel régional de la vallée de Haute-Vallée de Chevreuse. Donc voilà, ça c'est notre territoire sur lequel on est le référent, donc c'est nous qu'il faut contacter si vous faites partie d'une commune de ce territoire-là. Si par contre vous êtes sur un autre territoire, voilà, vous avez entendu parler du webinaire, mais vous n'êtes pas de notre territoire, vous pouvez vous rendre donc, sur le site internet qui est indiqué là dans le slide, où en fait vous allez rentrer votre code postal et ça va vous indiquer en fait de quelle structure vous dépendez. Donc l'ALEC, nous, on est sur les Yvelines, mais après, vous avez des associations qui sont sur toute la France. Donc, de manière générale, peu importe sur quelle commune vous vous trouvez, vous allez avoir des associations comme nous qui vont pouvoir vous conseiller, vous sensibiliser et effectuer aussi des animations sur le thème des économies d'énergie. Alors, au sein de l'ALEC, on a une structure particulière, c'est l'espace conseil FAIR. Donc cet espace conseil, en fait, le but, c'est de renseigner directement les particuliers.
Donc c'est à ce titre-là qu'on renseigne, qu'on a des permanences également dans différents lieux, sachant que nous, notre siège, il est à Montigny-le-Bretonneux. On tient des permanences dans lesquelles les particuliers, alors que vous soyez en maison, en copropriété, vous pouvez venir dans nos permanences, on vous reçoit sur rendez-vous et on peut faire un point global sur votre logement, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, éventuellement, je ne sais pas, si vous avez des devis, analyser les devis avec vous, vous conseiller sur les priorités en termes techniques et également sur les aides financières qui pourraient être mobilisées. Donc là, on peut dire, ça c'est l'aspect guichet unique, l'entrée pour les copropriétaires et les maisons individuelles. Et de l'autre côté, moi, je m'occupe plus précisément de l'accompagnement des conseils syndicaux, c'est-à-dire du conseil syndical dans la copropriété, c'est-à-dire s'il y a un projet qui est collectif, par exemple, on va évoquer différents types de travaux, l'isolation par l'extérieur, le changement de chaudière collective, voilà, des travaux qui concernent l'ensemble de la copropriété. Il y a une personne qui est dédiée à ça, et c'est moi. Donc vous aurez le support avec mon contact, et là, voilà, vous pouvez me contacter, on peut prévoir de se rencontrer pour analyser, voilà, plus précisément le contexte dans votre copropriété. Donc ce conseil, c'est important de préciser, il est gratuit parce qu'il est financé notamment par les intercommunalités et par l'ADEME. Il est neutre et il est indépendant. Voilà, ça, c'est relatif au fait qu'on est une association, on n'a aucun but commercial et notre conseil, il est indépendant, on est relié à aucune entreprise. Alors, en complément de notre site internet, vous avez également ce qu'on appelle le Coach CoPro. Donc, le Coach CoPro, en fait, c'est un site internet. Donc, vous avez le lien ici dans le slide, qui est dédié aux copropriétés. C'est-à-dire, c'est plutôt un centre de ressources. Vous allez pouvoir vous y inscrire, c'est gratuit, hein, tout comme notre conseil, et vous allez pouvoir retrouver toutes sortes de documents relatifs à la copropriété, aux travaux, aux aides financières. Voilà. Donc, vous pouvez en premier lieu vous renseigner sur ce Coach CoPro et en même temps me contacter moi pour avoir des conseils plus personnalisés. Alors, première partie, donc la rénovation énergétique en copropriété. Donc en premier lieu, je voulais faire un point sur tout ce qui est quels sont les acteurs en fait d'un projet de rénovation en copropriété. Qui est-ce qu'on va devoir rencontrer quand on est un conseil syndical, quand on a un copropriétaire, quelles vont être les différentes personnes qui vont intervenir dans un projet de rénovation énergétique en copropriété. Donc déjà, j'ai différencié 4 parties. Déjà la préparation, c'est-à-dire c'est la partie où vous allez commencer à vous renseigner sur qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau de la copropriété, qu'est-ce qui existe. Et là, la première étape, ça va peut-être déjà de nous contacter la LEC pour déjà réfléchir à quelles pourraient être des orientations, des priorités en termes de travaux. Deuxième étape, il va falloir préciser ces priorités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un audit énergétique. Donc j'ai noté audit énergétique global parce que souvent on entend parler d'audit énergétique que sur l'aspect thermique, c'est-à-dire c'est un bureau d'études thermiques qui va intervenir et qui va tout analyser sur où sont les déperditions énergétiques, qu'est-ce qui pourrait être amélioré en termes d'isolation ou au niveau des systèmes de chauffage, des choses comme ça. Un audit énergétique global, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a également un architecte qui intervient sur l'aspect valorisation du patrimoine, diagnostic du bâtiment, où est-ce qu'il y a des problématiques peut-être dans les façades, dans l'étanchéité des toitures terrasses. Voilà, ça va un peu plus loin et ce n'est pas uniquement sur l'aspect uniquement thermique. Il y a aussi une étude d'architecte. Donc c'est souvent vers ça qu'on pousse les copropriétés, un audit énergétique plutôt global. Troisième étape, après l'audit énergétique, on va passer au vote des travaux, c'est-à-dire, alors avant le vote des travaux, même étudier plus précisément, c'est-à-dire établir un cahier des charges, par exemple si
on a prévu de faire l'isolation par l'extérieur des façades, il va falloir qu'il y ait un cahier des charges qui soit établi, une consultation des entreprises. Et là, ça va être vraiment le rôle d'un architecte, le rôle d'un maître d'œuvre. Et dans ce cas-là, c'est souvent un architecte. Après cette consultation des entreprises, là, on va passer au vote des travaux. Donc là, le vote des travaux, forcément, c'est au moment de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui va voter ces travaux et peut-être en refuser certains. C'est pour ça que c'est important d'avoir toute une phase de sensibilisation auprès de tous les copropriétaires. Et nous, notamment, on peut vous aider à trouver notamment des clés pour pouvoir convaincre les copropriétaires qui pourraient être récalcitrants sur certains types de travaux, notamment. Donc, après, il va y avoir le vote des travaux. Et ensuite, les travaux. Voilà. Là, ces 4 étapes, comme ça peut paraître assez simple, mais sur une copropriété, selon la taille de la copropriété, ça prend plusieurs années. Généralement, entre le début d'une réflexion dans une copropriété et la fin des travaux, c'est minimum 3 ans. Parce que du fait que toutes les décisions se prennent en AG, et qu'une AG, il y en a une par an, forcément, il y a des périodes où on étudie les projets, mais où il n'y a pas de décisions qui sont prises. Donc, minimum 3 ans, mais parfois, ça peut prendre plus de temps. Donc, c'est quand même un projet qui est assez long, et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par des interlocuteurs pour ne pas se décourager et pour pouvoir essayer d'accélérer quand même ce projet-là. Donc là, dans le graphique, je vous ai mis tous les interlocuteurs qui peuvent intervenir. L'ALEC, qui intervient sur toute la durée du projet. L'opérateur ANA, donc ça je vous en parlerai plus tard, c'est notamment sur tout ce qui est mobilisation des aides financières. Le bureau d'études thermiques qui va intervenir sur la phase audit énergétique. Le maître d'œuvre, qui va être soit un architecte, soit un bureau d'études thermiques, ou les deux, sur la phase conception et travaux. Et une partie qui est souvent négligée, mais c'est ce qu'on appelle l'ingénierie financière. L'ingénierie financière, c'est comment optimiser les travaux de manière à avoir les aides disponibles. Les aides financières, mais pas que, c'est-à-dire éventuellement bénéficier de prêts collectifs, de prêts individuels, qui vont pouvoir permettre d'avoir un projet qui tient la route. Pourquoi c'est important? Parce que ce qui pose problème dans un projet de rénovation énergétique, souvent, ça va être le coût, les aides auxquelles on a le droit, de savoir, moi, en tant que propriétaire d'un 3 pièces, avec les revenus que j'ai, quelles vont être les aides que je vais pouvoir obtenir et quel va être mon reste à charge, c'est-à-dire le prix que je vais devoir payer une fois toutes les aides déduites. Donc ça, l'ingénierie financière, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est en lien avec des missions de maîtrise d'œuvre également. Généralement, ils peuvent intervenir ensemble pour déterminer au plus juste les travaux. Et dernier point, l'acteur le plus important dans un projet, ça reste le conseil syndical. Le syndic a son rôle à jouer, bien sûr, mais le conseil syndical, c'est-à-dire le groupe de copropriétaires qui va vraiment travailler sur ce projet-là, il est très important et c'est important qu'il soit moteur. Un projet de rénovation comme ça ne peut pas marcher s'il y a une seule personne qui s'en occupe. Voilà, selon la taille de la copropriété, il faut plusieurs personnes et parfois il faut même aller chercher des personnes qui sont en dehors du conseil syndical. Voilà. Alors, quels sont les objectifs d'une rénovation énergétique? Déjà, pourquoi on s'occupe de la rénovation énergétique? Pardon, je reviens un peu en arrière. Alors déjà, pourquoi on parle de rénovation énergétique? Tout simplement parce que si on regarde en fait un observatoire, alors c'est l'observatoire des charges de l'association des responsables de copropriété, l'ARC, il en ressort que le chauffage et l'eau chaude sanitaire, c'est le principal poste de charge en copropriété, principal poste de dépense. Donc ça va dépendre forcément si on est en chauffage collectif, chauffage individuel, mais en moyenne, pour une copropriété qui est en chauffage collectif,
on est sur du 16 € par mètre carré par an. Ça, en fonction du niveau d'isolation de la copropriété aussi, ça va fortement évoluer. Mais ce qu'on remarque, c'est ici la colonne qui est en noir, le chauffage et l'eau chaude sanitaire, c'est le poste de dépense principal. Donc si on veut réduire ces charges, on est obligé d'agir sur tout ce qui est isolation, réduction des déperditions du logement et amélioration des systèmes de chauffage. Ensuite, les objectifs de la rénovation énergétique sont multiples. Premièrement, c'est ce qu'on a dit, c'est réduire les charges, mais également se prémunir d'une augmentation du coût de l'énergie. Même si on ne fait pas de travaux, les charges vont augmenter, les dépenses d'énergie vont augmenter. Pourquoi? Parce que le coût de l'énergie, le coût de l'électricité, le coût du gaz, il augmente. Il est amené à augmenter ces prochaines années pour de multiples raisons. L'augmentation des dépenses, notamment dans les réseaux, la raréfaction des ressources, les questions géopolitiques qui peuvent faire augmenter le coût du gaz, du pétrole. Mais voilà, même si on veut garder un budget qui est stable, on est obligé de faire des travaux de rénovation énergétique. Deuxièmement, améliorer le confort des occupants. Et ça, en hiver comme en été. Ensuite, rendre les logements plus sains. Un logement où il y a des problèmes de condensation, de moisissure, de murs qui sont froids, on a du mal à chauffer, il y a des problèmes d'humidité, ça va aussi agir sur la santé. On sait déjà que les logements ont une qualité de l'air intérieur qui est beaucoup plus dégradée que l'air extérieur, et dans des logements qui sont mal isolés, c'est encore pire, avec des problèmes notamment au niveau des composés organiques volatiles, des moisissures, des choses comme ça, qui peuvent altérer la santé des occupants. Assurer la pérennisation du bâtiment. Un bâtiment qui est isolé, je prends l'exemple par exemple d'un mur, un mur extérieur qui va être isolé par l'extérieur, il va être beaucoup moins soumis au choc thermique, voilà, entre l'hiver et l'été. Donc déjà, il va beaucoup moins être exposé aux intempéries, aux conditions météorologiques, et ça va assurer sa pérennisation, ça va éviter qu'il y ait des fissures, des infiltrations qui interviennent. Et ça, notamment sur des vieux bâtiments, on s'en rend compte avec les chocs thermiques, le gel, les enduits peuvent fissurer et il peut y avoir des problèmes d'infiltration. C'est exactement la même chose en toiture. Donc c'est un des objectifs de la rénovation énergétique. Et ensuite, un objectif qui se voit de plus en plus, c'est la valorisation du patrimoine. Quand on est en copropriété, en maison individuelle, c'est pareil, hein, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de bâtiments autour de nous qui commencent à être rénovés, et surtout de bâtiments neufs. Donc votre bâtiment, si aujourd'hui il n'est pas isolé, et c'est ce qu'on appelle, peut-être pas forcément, mais ça peut se rapprocher de ce qu'on appelle des passoires thermiques, des passoires énergétiques, il est dévalorisé au moment de la vente. Notamment du fait qu'aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir ce qu'on appelle une étiquette énergétique au moment de la vente d'un logement. Donc, il y a une étiquette A, B, C, D, E, F qui va vous dire dans quelle catégorie vous êtes. Et ça, les acheteurs, forcément, ils le regardent au moment de l'achat du bien. Et dernier point, anticiper les éventuelles évolutions réglementaires. Ça, je ne vais pas rentrer dans toutes les réglementations qui existent parce qu'il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, notamment, dans le cas d'un ravalement de façade, d'une réfection d'étanchéité, il y a des textes qui obligent à isoler. Voilà. Il y a plein de cas d'exemption, notamment en fonction des contraintes architecturales, des contraintes d'urbanisme, du fait, si c'est un bâtiment ancien qui a des particularités en termes esthétiques, ou du temps de retour sur investissement. Mais voilà, il y a quand même pas mal de textes réglementaires qui commencent à arriver, notamment aussi pour les propriétaires bailleurs, où tout ce qui est passoire thermique, on commence à arriver petit à petit vers une obligation de travaux, c'est-à-dire
une interdiction de louer ce qu'on appelle des passoires énergétiques, ou du moins des loyers qui seraient modérés. Voilà. Donc les obligations réglementaires, c'est aussi quelque chose qui peut amener à faire de la rénovation énergétique. Et de manière générale, c'est aussi tout ce qui est obligations esthétiques. Enfin, pas des obligations, mais des améliorations qui peuvent être esthétiques, acoustiques. Voilà, on ne fait pas de la rénovation uniquement pour isoler un bâtiment, mais on peut en profiter aussi pour donner un coup de jeune au bâtiment. Alors, un des points qui est important à comprendre avant que je parle des différents types de travaux, c'est ce qu'on appelle le confort thermique. J'en ai parlé dans tout ce qui est objectif de rénovation énergétique. Un des paramètres du confort thermique, c'est ce qu'on appelle la température ressentie. Cette température ressentie, en fait, c'est ce qui va nous permettre de dire est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est confortable dans le logement. Et cette température ressentie, en fait, elle va dépendre de plusieurs paramètres. La température ambiante, à laquelle on va chauffer le logement en hiver. Donc, généralement, on donne des températures qui sont autour de 20 degrés, 19-20 degrés, mais également de la température des parois. Généralement, la température ressentie, c'est la moyenne entre la température des parois et la température ambiante. Donc, c'est à ce moment-là qu'on comprend que pour un bâtiment qui est mal isolé, où on va avoir une paroi qui est par exemple à 14 degrés, un mur qui n'est pas isolé, la température ressentie, elle va être beaucoup plus faible que sur une paroi qui est isolée et qui va être à 19 degrés, c'est-à-dire proche de la température ambiante. Donc, ce que ça va amener, c'est que une température ressentie confortable, c'est autour de 20 degrés. Donc, si on a une paroi qui est mal isolée, on va avoir tendance à augmenter le thermostat. Et augmenter le thermostat, ça va amener à des surconsommations. Donc, l'isolation du bâtiment, ça va permettre d'améliorer comme ça cette température ressentie et d'éviter d'augmenter la température ambiante et donc d'augmenter encore plus les consommations d'énergie. Deux autres paramètres sur la température ressentie, c'est l'étanchéité à l'air. À partir du moment où on va ressentir des courants d'air, c'est-à-dire avec des fenêtres qui ferment mal, qui ont des joints qui sont défaillants, pareil au niveau des portes, on va aussi avoir une température ressentie qui va être réduite, et donc il y a un inconfort. Dernier paramètre, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est l'humidité ambiante. Plus on va avoir une humidité ambiante élevée, par exemple au-dessus de 80%, plus on va avoir du mal à chauffer le logement. Voilà. Et plus on va être inconfortable. Donc ça, pareil, un logement isolé, ça peut permettre d'éviter des problèmes de condensation qui vont renforcer cette sensation d'humidité. Alors, avant de parler des différents types de travaux, déjà ce qu'il faut définir, c'est quelles sont les priorités et en fait par où sort la chaleur dans le bâtiment. Est-ce que c'est par la toiture, les murs, les fenêtres? Là, je vous ai mis un graphique en fait qui représente, alors c'est un exemple en fonction des différents types de bâtiments, du nombre d'étages, de la date de construction du bâtiment, ça va pas du tout être les mêmes répartitions, mais en moyenne, on va être à peu près sur des choses comme ça. En copropriété, très souvent, la plupart des déperditions, ça va être sur les murs et sur les fenêtres. En maison individuelle, on va être sur des pertes qui sont principalement par la toiture et par les murs. Forcément, si on est sur un immeuble, plus il y a d'étages, plus la part proportionnelle de la toiture va être réduite. Donc ça, comment savoir en fait au niveau de votre immeuble, de votre copropriété, quelles sont les déperditions en fonction des murs, des fenêtres, ça c'est à travers un audit énergétique. C'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Un bureau d'études thermiques, son rôle c'est d'étudier le bâtiment, de faire un état des lieux et de vous dire, en fonction des niveaux d'isolation actuels, du type de fenêtre, du type de toiture, voilà, par où sort la chaleur. Est-ce que c'est plutôt par les murs? Est-ce que c'est plutôt par les fenêtres? Voilà. Donc ça permet de fixer des priorités. Mais cette répartition elle va être très variable en fonction du type de bâtiment. En tout cas, le premier objectif quand on veut parler de rénovation énergétique,
c'est en premier lieu de réduire les besoins de chauffage, et ça, on le fait en limitant les déperditions de chaleur, c'est-à-dire en isolant le bâtiment. Alors, quels sont les différents types d'opérations? Je vais essayer de les balayer, et puis si vous avez des questions, on le regardera dans la partie questions-réponses. Première opération, c'est ce qu'on appelle l'isolation thermique des murs par l'extérieur. Là, ce que vous voyez, notamment sur ce cliché, donc c'est un cliché qu'on a avec notamment une caméra thermique qui permet de voir les déperditions au niveau d'un bâtiment. Là, ce que vous voyez, c'est que plus la température va être vers les rouges, vers les jaunes, plus il y a de déperdition. Et plus ça va être vers le bleu, plus ça va être froid, donc isolé. Là, ce qu'on voit, c'est notamment des déperditions par les murs, mais également des ponts thermiques, c'est-à-dire au niveau de chaque dalle, au niveau de chaque séparation entre les logements, vous avez des ponts thermiques, c'est-à-dire que les parpaings, le béton, c'est très conducteur de chaleur. Donc ça va emmagasiner la chaleur du chauffage, et il va y avoir des déperditions au niveau de ces parties-là. Donc ça, l'isolation thermique par l'extérieur, ça permet vraiment de faire un manteau isolant qui va permettre de couper ces ponts thermiques, mais également d'isoler toutes les façades. L'inconvénient d'un mur qui n'est pas isolé, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est cette sensation de paroi froide, c'est-à-dire un mur non isolé, en plein hiver, il peut être à 10 degrés. Donc non seulement on va avoir une température ressentie qui va être mauvaise, donc un mauvais confort thermique, mais également des risques de condensation. Sur une surface froide, on va pouvoir avoir de la condensation, c'est-à-dire de l'eau liquide qui va se concentrer, et ça peut causer des moisissures. Donc non seulement des défauts esthétiques, mais surtout en termes de qualité de l'air, en termes de pérennité du bâtiment, c'est très mauvais. Alors comment on peut intervenir en isolation par l'extérieur? Ça va dépendre des possibilités techniques, aussi des questions esthétiques, mais la principale technique qui est utilisée, c'est l'isolant, où en fait on va venir coller des panneaux d'isolant. Alors ça peut être différents types de matériaux isolants, hein, polystyrène, laine de roche, fibre de bois. C'est les matériaux les plus communs en isolation par l'extérieur. Il peut y en avoir d'autres qui sont un peu moins mis en œuvre, mais c'est tout à fait possible. Et donc, on va venir coller ces matériaux isolants, on va venir les cheviller, c'est-à-dire qu'ils sont bien fixés, et dessus, on va mettre soit un enduit, soit un bardage. Donc ça, c'est des questions plus esthétiques, mais il y a les deux possibilités, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un rendu qui soit totalement identique au bâtiment avant travaux, avec la même peinture, les mêmes choses. C'est juste qu'il y aura une surépaisseur au niveau de l'isolation du mur. Ça, forcément, plus on va avoir une épaisseur d'isolant important, plus on va avoir une isolation qui va être performante. Mais on ne peut pas quand même avoir une épaisseur de 30 cm parce que ça poserait des problèmes techniques et voilà, il y aurait un surcoût qui serait non justifié en termes de rapport qualité-prix. Mais les normes en fait, aujourd'hui auxquelles on se réfère, c'est la résistance thermique. La résistance thermique, elle va être en fonction de l'épaisseur de l'isolant. Et la résistance thermique qui est demandée au niveau des murs, aujourd'hui, c'est une résistance thermique qui est supérieure ou égale à 3,7. Alors l'unité, c'est des mètres carrés Kelvin par watt. Et ça correspond, alors selon le type de matériau, entre 9 et 15 cm d'isolant, sur lequel on va venir rajouter une finition, donc soit un enduit, soit un bardage. Deuxième partie, ça va être les toitures. Alors les toitures, on a différents types de configurations. Dans des logements voilà, des années 60, 70, on a très souvent des toitures terrasses. Donc les toitures terrasses, ce qu'on va venir faire, c'est en fait mettre des plaques d'isolant rigide qui vont être mis à plat sur la toiture. Donc là, ce que vous voyez, c'est ici, par exemple, ici, c'est des plaques de polyuréthane. Le polyuréthane, c'est un isolant qu'on utilise, c'est l'isolant qui est le plus fréquemment utilisé
en isolation comme ça de toiture terrasse. On peut isoler d'autres types d'isolants, hein, même des isolants naturels, biosourcés. Mais si on veut limiter l'épaisseur, c'est vrai que le polyuréthane, c'est un isolant qui est très souvent utilisé. Et si je me rapporte à la résistance thermique, voilà, la norme aujourd'hui, c'est une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5, ce qui correspond à 10 cm de polyuréthane. Et sur ce panneau de polyuréthane, on va venir faire l'étanchéité. Donc ça, c'est-à-dire, alors il y a différentes techniques, hein, mais la plus commune, ça va être des feuilles de bitume qu'on va venir mettre soudées sur ces feuilles de polyuréthane, ce qui va permettre de faire l'étanchéité, de protéger également l'isolant. Donc ça, des bâtiments des années 70 sur lesquels il n'y a jamais eu de réfection de la toiture terrasse, il y a zéro isolation. Tout comme sur les murs, il y a zéro isolation. Donc ça, ajouter une épaisseur d'isolation, ça va permettre de réduire grandement les déperditions au niveau de la toiture terrasse. Alors, des points de vigilance qu'on peut retrouver, ça va être, alors ce que vous voyez dans ce schéma ici, là vous voyez l'isolant en jaune, par-dessus l'étanchéité, et là ce que vous voyez c'est le support, donc la dalle béton que vous retrouvez sous l'isolant, et la partie qui remonte, en fait, c'est le mur. Et notamment la partie qui surplombe, c'est ce qu'on appelle l'acrotère. Parfois, sur des bâtiments anciens, les acrotères ne sont pas suffisamment hautes et on ne peut pas avoir une épaisseur d'isolant qui va être suffisante pour respecter les normes. Donc ça, c'est pareil, c'est dans la partie diagnostic, audit énergétique, où il faut mettre en avant ça. C'est-à-dire quels sont les travaux qui seraient nécessaires à mettre en œuvre avant d'isoler la toiture. Si les acrotères ne sont pas suffisamment hautes, il va falloir les surélever pour pouvoir mettre une épaisseur d'isolant suffisante. Pareil, en point de vigilance, il va y avoir les relevés d'étanchéité qu'on va devoir mettre au niveau des acrotères, mais également toutes les parties qui vont traverser la toiture terrasse, des conduits de fumée, des conduits de ventilation. Et également sur les toitures terrasses, aujourd'hui, il y a l'obligation d'avoir des garde-corps qui vont être sur tout le pourtour pour éviter les problèmes de chute en cas d'intervention. Deuxième possibilité, la plus commune qu'on peut avoir dans des bâtiments collectifs, ça va être des combles perdus. Donc une toiture avec combles perdus, c'est-à-dire que vous avez une toiture avec des rampants, avec des tuiles, avec des ardoises, et dessous, vous avez un comble qui n'est pas aménagé. Donc ça, le plus performant, ça va être d'isoler au niveau du sol. Donc d'avoir une isolation qui va être répartie au niveau du plancher de ce comble. Et là, on est sur des résistances thermiques supérieures à 7, ce qui correspond à peu près à 30 cm d'isolant. Selon le type d'isolant, ça va un peu varier, mais c'est à peu près la moyenne qu'on peut trouver en isolation. Deux techniques qui peuvent être utilisées. Là, sur la photo, vous avez de l'isolation, en fait, c'est ce qu'on appelle le soufflage. Du soufflage d'isolant en vrac. C'est ce qui se fait aujourd'hui le plus fréquemment. Ça permet d'avoir une isolation qui est très homogène et un chantier qui est relativement soigneux. Parce que utiliser des rouleaux d'isolant, en fait, la problématique qu'on a souvent, ça va être des ponts thermiques entre chaque jonction d'isolant. Si les isolants ne sont pas bien mis, si on ne met pas en place 2 couches d'isolant croisés, on va se retrouver avec des ponts thermiques à chaque jonction de rouleaux d'isolant. Et ça, l'utilisation de vrac à travers son soufflage permet d'avoir une isolation qui est très homogène. Alors, les points de vigilance qu'on va avoir sur ce type de travaux, ça va être la densité de l'isolant. Un isolant qui n'est pas dense, le problème, c'est qu'il va avoir tendance à se tasser dans le temps. Notamment, ça, c'est une des problématiques d'un isolant qu'on utilise très souvent, la laine de verre. C'est un isolant qui n'est pas cher, mais qui est pas dense et qui a tendance à se tasser dans le temps. Donc, c'est pour ça que, notamment sur des travaux comme ça d'isolation de combles perdus, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller des isolants comme de la ouate de cellulose,
voire de la laine de roche. Deuxième point de vigilance, c'est le contrôle de l'épaisseur. Quand on est sur de l'isolant en vrac, il faut s'assurer que partout, on a une épaisseur qui est homogène et qui correspond aux normes. Donc c'est pour ça que notamment dans tous les combles, il doit y avoir des réglettes graduées qui permettent de vérifier que partout, on a la bonne épaisseur qui correspond aux préconisations. Troisième point, c'est l'étanchéité à l'air. Un isolant, en tant que tel, il n'est pas étanche à l'air. À part des isolants comme des polyuréthanes, des polystyrènes, un isolant ouate de cellulose, laine de verre, laine de roche, il n'est pas étanche à l'air. Et donc, soit il doit être mis en place sur un support qui est étanche à l'air, donc une dalle béton ou un placo qui est bien jointif, il n'y a pas de problème d'étanchéité à l'air, ou alors il faut mettre en place sous l'isolant ce qu'on appelle une membrane par vapeur. Donc ça, c'est l'étanchéité à l'air qui doit être aussi au niveau qui doit s'appliquer, hein, que ce soit sur des combles perdus ou des combles aménagés. Un autre point de vigilance, ça va être de mettre en place un cheminement technique. Une fois que le comble va être isolé, en fait, vous allez avoir de l'isolant partout et vous allez plus pouvoir y accéder. Le but, c'est pas d'aller marcher sur l'isolant parce que vous allez le tasser et réduire son pouvoir isolant. Donc, mettre en place un cheminement technique au-dessus du niveau de l'isolant, c'est quelque chose qui est préconisé pour pouvoir continuer à accéder au comble si on a besoin de faire une inspection, d'aller voir, je ne sais pas, des boîtiers électriques, de voir si la toiture, il n'y a pas de problème d'infiltration, ou également si on a une ventilation, un moteur de ventilation qui se trouve dans les combles. Et dernier point de vigilance, ça va être tout ce qui est conduite cheminée. Conduite cheminée, boîtier électrique, ça, il faut faire très attention parce qu'il faut un soin particulier pour éviter notamment des départs de feu. Donc ça, il y a des préconisations qui sont dans les règles de l'art, de mettre un coffrage notamment autour des conduites cheminées, que les boîtiers électriques soient sortis de l'isolant, pour éviter qu'il y ait ces problèmes de départ d'incendie, de choses comme ça. Donc ça, toutes ces préconisations et même encore d'autres préconisations, vous pouvez les retrouver dans un guide, c'est le guide de l'agence qualité construction, qui vous dit en fait toutes les préconisations qu'il faut vérifier dans le cas de l'isolation de combles perdus. Et ce qu'il faut vérifier en fait quand vous êtes en contact avec un artisan, et notamment au niveau du devis. Donc vous aurez le support, je vous enverrai également ce guide. Alors, je reviens un peu en arrière, j'ai pas abordé la question des combles aménagés parce que c'est un peu moins fréquent en copropriété. S'il y a des questions à ce sujet, on pourra voir dans les questions. Voilà, ou sinon vous nous contacterez, mais c'est le même principe. En fait, c'est souvent c'est plutôt des rouleaux, des panneaux d'isolant qui sont installés entre les chevrons. Et pareil, il y a des préconisations à respecter si on veut s'assurer que l'isolation et l'étanchéité à l'air est suffisamment performante. Autre point qu'on a souvent en copropriété, c'est les planchers bas. Alors, les planchers bas, c'est en fait tout ce qui va être relatif au niveau du sol, donc qui va donner par exemple sur un garage, des caves ou également un vide sanitaire. Et en fait, au-dessus de ce garage, on va avoir un volume chauffé, un logement. Donc on a des déperditions de chaleur par ce plancher-là. Là, on a deux techniques pour intervenir. La première, la photo que vous voyez en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle le flocage, c'est-à-dire qu'on va on va intervenir en fait en projetant un isolant de manière humide avec des adjuvants qui va permettre à cet isolant d'être collé au niveau du plafond. C'est exactement le même principe qu'on va avoir sur des combles, mais on va le faire au niveau d'un plafond. Et donc, on ajoute des colles spécifiques pour permettre que ça tienne dans le temps. Donc ça, vous le voyez très souvent, par exemple, dans des parkings collectifs. Oups. Vous le voyez très souvent dans des parkings collectifs.
C'est une technique qui est très souvent mise en œuvre dans les copropriétés. Deuxième technique, ça va être de mettre en place des plaques d'isolant qu'on va venir fixer au niveau du plafond et qu'on va venir cheviller pour éviter que ça se tasse dans le temps. Là, au niveau de la résistance thermique, il est recommandé une résistance thermique supérieure ou égale à 3. Et en termes d'épaisseur, ça correspond entre 10 et 15 cm d'isolant. Les points de vigilance qu'on peut avoir, ça va être notamment sur des bâtiments collectifs. S'il y a des caves, ça va être quand même pertinent de les isoler s'il y a des logements au-dessus. La problématique, c'est souvent ces caves sont privatives, donc il va falloir faire un travail de sensibilisation auprès des copropriétaires pour les convaincre de donner accès à leur cave pour pouvoir isoler vraiment partout et qu'on limite vraiment les déperditions au niveau de ce plancher-là. Autre point de vigilance, souvent au niveau des plafonds, on va avoir des éclairages, des réseaux électriques. Ça, le plus pertinent, ça serait de les déporter au niveau des murs avant d'isoler. Souvent, ce n'est pas fait, donc il va falloir quand même se prémunir du fait que l'isolant, il ne va pas recouvrir l'isolant, il ne va pas recouvrir les réseaux. Il faut quand même laisser un espace autour des éclairages pour permettre d'intervenir et d'éviter que les réseaux électriques soient directement en lien avec l'isolant. Et dernier point de vigilance, au niveau si on met en place des panneaux d'isolant, il faut que ces isolants soient suffisamment rigides pour éviter qu'il y ait un affaissement dans le temps. Voilà, notamment si on utilise des laines de verre qui sont pas très denses, il va y avoir un affaissement et au final, ça va créer des ponts thermiques. Donc, il est plus intéressant d'installer des isolants rigides ou semi-rigides qui vont permettre vraiment d'avoir quelque chose de durable. Alors, les fenêtres, les menuiseries, de manière générale, c'est une source d'inconfort majeur en copropriété, notamment du fait des courants d'air, des parois froides, des condensations aussi qu'on peut avoir sur des vieux vitrages. Donc ça, il va y avoir plusieurs choses à regarder. Au niveau des coefficients de performance, déjà, alors on ne parle pas de résistance thermique, mais il y a des coefficients qu'on appelle UW, SW. Je vous enverrai un guide qui vous donne les critères au niveau des normes à respecter et ce qu'il faut regarder dans les devis. Il va y avoir également le type de pose. Est-ce que je suis en pose, en dépose totale, c'est-à-dire j'enlève la totalité de la fenêtre et je pose un nouveau châssis, et ce qui me permet de faire vraiment une étanchéité entre le châssis et le mur, ou alors je fais ce qu'on appelle une pose en rénovation, où je conserve l'ancien châssis, ce qui est généralement moins cher, mais ce qui ne va pas permettre de régler tous les problèmes d'étanchéité à l'air et d'isolation. Ensuite, aussi, quand vous changez les fenêtres, c'est important d'avoir la mise en place d'entrée d'air. Ça, on en parlera dans la partie ventilation, mais depuis 2007, c'est obligatoire, quand on change ses fenêtres, qu'il y ait une entrée d'air qui soit installée pour les fenêtres qui se retrouvent dans les pièces de vie, c'est-à-dire salon et chambre. Et si on est dans le cadre d'un projet global où on va également s'occuper de l'isolation par l'extérieur, des murs, il va y avoir des questions au niveau de la jonction entre l'isolation des murs et la fenêtre. Voilà. Donc ça va notamment amener à parfois la nécessité d'avoir des retours d'isolant dans les tableaux de fenêtres qui va permettre de faire vraiment d'éviter les ponts thermiques entre la fenêtre et l'isolation du mur. Alors, les fenêtres, on est d'accord, c'est des travaux privatifs. Donc, comment s'y prendre en copropriété? Premièrement, des choses qui peuvent se faire pour motiver les personnes, les copropriétaires à changer leurs fenêtres, c'est de mettre en place un groupement d'achat. Ça s'est déjà fait dans pas mal de copropriétés, souvent piloté par le conseil syndical, ce qui permet en fait d'établir un cahier des charges en fonction déjà des critères techniques, de pouvoir dire voilà, on veut des fenêtres qui soient performantes avec des coefficients de performance dans les normes, mais également d'avoir une uniformité esthétique au niveau de la copropriété. Deuxième point, ça va être de pouvoir négocier les prix. Voilà, si vous avez un cahier des charges
et que vous faites une consultation globale pour les copropriétaires installés auprès d'une entreprise, le fait qu'il va y avoir un certain nombre de fenêtres à changer, ça va permettre de diminuer le prix par rapport à si chacun copropriétaire fait ses travaux avec un artisan différent. Et ensuite, si on est dans un projet de rénovation globale, ça va permettre d'avoir l'architecte qui va pouvoir assurer la maîtrise d'œuvre, à la fois sur la pose des fenêtres, mais également sur l'isolation par l'extérieur, et donc d'avoir vraiment une prise en compte globale des déperditions et des jonctions pour éviter des problèmes de mise en œuvre qui causeraient des ponts thermiques. Alors, au niveau des travaux des fenêtres, en effet, c'est des travaux privatifs, mais la loi a mis en place ce qu'on appelle des travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives. Donc ça, je vous ai mis le lien de l'article. En fait, ça permet à l'Assemblée générale, donc la copropriété, de voter l'obligation de changer les fenêtres privatives. Et cette obligation, en fait, elle s'applique à tous les copropriétaires. Cette possibilité, en fait, elle se justifie du fait qu'en copropriété, notamment dans le cas où on a un chauffage collectif, si un logement il a des fenêtres qui sont anciennes d'origine, alors que tous les autres ils ont des fenêtres récentes et qu'on a isolé la copropriété, en fait ce logement, on va être amené à équilibrer le réseau de chauffage et à surdimensionner les besoins au niveau de la chaudière juste pour chauffer ce logement. Donc l'objectif, c'est que les logements soient tous isolés de la même manière pour permettre d'avoir un chauffage collectif qui est cohérent et qui est équilibré entre les logements pour éviter qu'il y ait des logements qui soient chauffés à 22 degrés et d'autres à 18. Donc ça peut être une des raisons pour laquelle on peut voter ce type de travaux en AG. Deuxième point, ça peut être au niveau des aides financières. Vous le verrez, en fait, il y a des aides financières où en fait, il faut atteindre un certain gain énergétique au niveau de la copropriété. En fait, les fenêtres peuvent permettre d'atteindre ce gain. Et si on ne les prend pas en compte, parfois, ça peut être difficile d'atteindre le gain qui est demandé pour bénéficier des aides. Voilà, donc il y a des exemptions, par exemple si on a changé ses fenêtres il y a moins de 10 ans, mais c'est une possibilité qui est laissée à l'Assemblée générale. Ce n'est pas quelque chose qui est fréquent, mais c'est quelque chose qui peut être voté en Assemblée générale. Alors, la ventilation, c'est quelque chose... Alors, j'ai dit que c'est le parent pauvre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Quand on parle de rénovation énergétique, on pense à l'isolation du logement, l'isolation du bâtiment, on pense au chauffage, mais on ne pense pas à la ventilation. Pour autant, la ventilation, c'est indispensable, notamment dans les bâtiments qui ont été construits avant 1980, où pour la majorité, en fait, ils n'ont pas de ventilation mécanique, contrôlée. En fait. On a une ventilation naturelle qui, en fait, n'est pas compatible avec un bâtiment qui est performant en termes d'isolation. Pourquoi? Parce qu'une ventilation naturelle, le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas les débits de ventilation. C'est-à-dire qu'elle est très variable en fonction des températures extérieures, en fonction de l'étage à laquelle on se trouve, et en fonction aussi du vent, de la façade par rapport à comment on est orienté. Et donc, ces ventilations naturelles ne permettent pas d'avoir des économies d'énergie qui seraient suffisantes pour justifier d'un bâtiment performant. Deuxième point, quand on va isoler un logement, où on va notamment aussi changer les fenêtres, on va étanchéifier ce bâtiment. Et le problème, c'est que du coup, il n'y a plus d'entrée d'air parasite, il n'y a plus d'infiltration par les fenêtres, et la ventilation, du coup, va être fortement réduite. Et avec la ventilation naturelle, souvent, ça ne suffit pas à renouveler l'air de manière suffisante pour assurer un air sain et évacuer l'humidité du logement. Donc ça, en fait, il y a plusieurs types de solutions techniques quand on est en ventilation naturelle.
notamment une adaptation de la ventilation naturelle, ce qu'on appelle la ventilation naturelle assistée. C'est la photo que vous avez ici. En fait, on va venir intégrer des caissons avec un moteur sur les sorties de ventilation, ce qui va permettre de motoriser cette ventilation. Mais également, il y a possibilité de passer en ventilation mécanique contrôlée ou d'autres systèmes un peu plus individuels qu'on appelle la ventilation mécanique répartie. Je ne rentre pas dans le détail, hein. S'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans une réflexion globale sur un projet de rénovation énergétique, la ventilation, il ne faut pas la mettre de côté. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable et très généralement, elle n'est pas suffisante en l'état. Des pratiques aussi qu'il faut absolument éviter, et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser tous les usagers, ne pas boucher les entrées d'air. En effet, ça fait de l'air froid qui rentre, mais c'est indispensable pour assurer une bonne qualité de l'air. Donc, ne pas boucher les entrées d'air, ne pas boucher les bouches d'extraction et absolument interdire de relier des hottes de cuisine, d'extraction sur des conduits collectifs. Dernier point sur le chauffage. Alors là, j'ai pris le cas des chaufferies collectives parce que sur le chauffage individuel, il y a énormément de cas, qu'on soit au gaz, à l'électricité, qu'on ait des radiateurs, un plancher chauffant, il y a énormément de cas possibles. Mais sur les chaufferies collectives, les principales optimisations, ça va être de mettre en place des chaudières à condensation. Donc, c'est des chaudières qui sont plus performantes, des chaudières à haute performance énergétique, et c'est celles qui respectent aujourd'hui les normes de performance, que ce soit au gaz ou au fioul. Deuxième point, calorifugage des réseaux. Donc ça, c'est la petite image que je vous mets ici. Tous les réseaux en fait, qui passent dans les volumes non chauffés, en fait, il y a des fortes déperditions parce que vous avez de l'eau à 80 degrés qui passe dans ces réseaux. S'ils ne sont pas isolés, c'est des déperditions énergétiques très importantes qui causent des surconsommations. Donc, c'est très important de les isoler. Ici, vous voyez une coque en laine minérale qui permet vraiment de réduire ces déperditions. Et puis, il y a tout ce qui est régulation, programmation du chauffage, pour avoir quelque chose qui permet d'avoir un chauffage qui est optimal et qui est équivalent d'un logement à l'autre. Et puis voilà, sans rentrer dans le détail, toutes les procédures d'équilibrage, de désembouage. Voilà, sur des vieux réseaux, souvent on a des problèmes d'embouage qui causent des problèmes notamment de circulation de chaleur dans les radiateurs. La mise en place de robinets thermostatiques qui permet de régler au niveau de chaque logement la température qu'on souhaite. Et puis également au niveau des pompes de circulation qui permet de faire des économies d'électricité. Ce qu'il faut savoir aussi, que c'est dans le cas d'un projet de rénovation globale, en l'état actuel, on a des chaudières qui sont adaptées à un bâtiment qui n'est pas isolé. Donc, une fois qu'on aura isolé le bâtiment, les chaudières, généralement, seront surdimensionnées. Donc, c'est généralement important de s'occuper également de la puissance de ces chaudières-là et d'intégrer la rénovation de la chaufferie dans un projet global pour adapter la puissance des chaudières aux besoins réels. Et bien sûr, si on veut assurer un chauffage de qualité et éviter les surconsommations, d'avoir un entretien qui est assuré par une entreprise compétente, ce qui assurera un fonctionnement optimal du chauffage. Alors, avant de passer à vos questions, je voulais faire un petit point sur, peut-être que vous en avez entendu parler, notamment c'est ce qu'on appelle les travaux gratuits, les travaux à 1 €. Il y a beaucoup de personnes de copropriété ou même en maison individuelle qui se font démarcher sur des travaux gratuits. En fait, des entreprises proposent d'isoler gratuitement des planchers bas, des combles perdus, voire même le calorifugage des réseaux. Ils vous proposent de le faire gratuitement. Alors, ce type de travaux, en fait, il se base sur un dispositif où, en fait, c'est des aides des fournisseurs d'énergie. C'est un dispositif qui existe, qui est tout à fait
qui est mise en place par l'État, donc ce n'est pas une arnaque, mais malheureusement, il y a des entreprises qui profitent de ce dispositif pour récupérer les aides, mais derrière faire des travaux de mauvaise qualité, de sous-traiter ça à des entreprises qui ne sont pas compétentes, et ça amène à des malfaçons. Donc très souvent, les travaux qu'on retrouve, c'est ce que je vous ai dit, voilà, l'isolation des combles perdus, l'isolation des planchers bas, le calorifage des réseaux. Ça peut être intéressant, forcément si les travaux sont gratuits, mais il y a quand même des points de vigilance, c'est-à-dire exiger une visite préalable, exiger un devis détaillé. Ce n'est pas parce que les travaux sont gratuits que le devis ne doit pas être détaillé avec les travaux, les résistances thermiques, tout ça. Pour bénéficier de ces aides, il y a des critères de performance à respecter. Demander des références de chantiers similaires et pourquoi pas des contacts de conseils syndicaux, de syndics qui vont pouvoir vous confirmer que l'entreprise a bien fait le travail. Et également vérifier que l'entreprise dispose bien des qualifications demandées, c'est-à-dire la qualification RGE, qui est obligatoire pour toutes les aides financières, et qu'elle est également assurée, donc assurance décennale, assurance responsabilité civile, pour tous les types de travaux pour lesquels elle intervient dans votre copropriété. Donc ça, ces préconisations s'appliquent à tous les travaux, hein, pas que les travaux gratuits ou à 1 euro, mais on s'est rendu compte que sur ces travaux-là, il y a énormément d'entreprises qui sont pas sérieuses et qui causent des malfaçons. Donc il y a une vigilance particulière à avoir quand vous êtes démarché pour ce type de travaux. Alors, je vais passer à la... Je vais aller voir s'il y a des questions. Alors, je vais vous lire les questions et je vais essayer d'y répondre. Alors, compte tenu des nouvelles orientations du gouvernement à interdire progressivement l'usage du gaz, quelles orientations seraient possibles en termes de remplacement immédiat du moyen de chauffage en attendant une étude plus complète? Alors, déjà, je vous invite, si vous avez des questions précises comme ça, à me contacter par la suite de ce webinaire pour garder vos cas particuliers. Juste une précision sur cette question, donc sur l'interdiction du gaz. Le gaz ne va pas être interdit, hein, je vous rassure. En fait, le gaz, il va être interdit dans les constructions neuves. C'est-à-dire les nouvelles réglementations thermiques, notamment les bâtiments qui vont être construits à partir de 2021. En effet, il va y avoir des types de bâtiments, c'est même pas tous, hein, mais certains bâtiments dans lesquels le chauffage au gaz sera interdit, du fait de l'empreinte carbone du chauffage au gaz, qui peut être plus important que certains autres modes de chauffage, comme l'électricité ou la biomasse. Donc en effet, le gouvernement souhaite petit à petit éviter le chauffage au gaz pour les constructions neuves. Et ça ne concerne absolument pas les logements existants. Donc sur ça, ne vous inquiétez pas. Par contre, je rebondis sur cette question. Le logement existant, il est concerné par l'interdiction du fioul, en revanche. Donc si vous avez des bâtiments qui sont chauffés au fioul, en effet, à partir de 2022, les chaudières au fioul, il sera interdit de changer une chaudière au fioul et d'installer une nouvelle chaudière au fioul. Donc si vous êtes au fioul et que votre chaudière tombe en panne à partir de 2022, vous serez obligé de mettre en place une alternative, par exemple le chauffage au gaz. Mais par contre, les bâtiments existants, ils ne sont pas du tout concernés par l'interdiction du chauffage au gaz. Alors, l'opportunité d'équipements de production PV, donc photovoltaïque, en autoconsommation sont-ils étudiés avec la réfection des toitures terrasses? Alors, j'ai choisi de ne pas parler de production de photovoltaïque dans ce webinaire. C'est quelque chose qui est intéressant, mais ça demande vraiment une étude cas par cas, parce que déjà l'autoconsommation, ça va dépendre des besoins du bâtiment, des besoins notamment pour les parties communes. Et très souvent, en fait, on se rend compte que l'autoconsommation des installations photovoltaïques, c'est pas quelque chose qui est très pertinent économiquement. Souvent, il est plus intéressant de revendre
l'énergie produite à des fournisseurs d'énergie d'un point de vue financier, hein, je parle. Donc ça demande vraiment une étude technique et financière, parce qu'il y a également des toitures qui ne sont pas adaptées en termes de poids aux installations photovoltaïques. Et après, ça demande aussi une étude sur voir l'orientation de la toiture, est-ce que c'est pertinent d'installer du photovoltaïque. Donc ça, nous, on peut vous conseiller sur ça, hein, on a des petits outils pour faire une petite étude. Et après, forcément, c'est intéressant de passer par un bureau d'études pour une étude un peu plus précise. Quelles sont les éventuelles interférences avec la nouvelle réglementation environnementale 2020 applicable dès 2021? Ça concerne uniquement les bâtiments neufs, donc j'en parlerai pas aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette réglementation, c'est comme ce que j'ai dit sur le gaz, ça ne concerne que les bâtiments qui seront construits après 2021. Bonjour, quelle est la différence en pratique entre un audit énergétique global et un DTG? Lequel faut-il privilégier quand on part de zéro ou presque? Alors, un audit énergétique global et un DTG, c'est à peu près pareil. Ça a différents noms. Le DTG, en fait, ça va juste être un peu plus global. Il va y avoir des choses qui ne concernent pas l'énergétique. Il va y avoir des choses, par exemple, sur les ascenseurs, sur la réglementation, sur des choses qui ne concernent pas l'énergie et la thermique du bâtiment. Le DTG, c'est un peu plus global. Diagnostic technique global. L'audit énergétique global, c'est-à-dire architectural et thermique, lui va se concentrer uniquement sur les déperditions de chaleur du bâtiment et un état des lieux et en fait quelles seraient les priorités en termes de travaux et comment s'y prendre pour réduire les consommations d'énergie et établir des scénarios de travaux et de calculer en fait les économies d'énergie en fonction du type de travaux. Voilà. Dans votre cas où il n'y a rien qui est fait, en premier, je vous conseille déjà de vous mettre en relation avec nous. Et après, ça serait peut-être plutôt un audit énergétique global à réaliser en missionnant un bureau d'études. Ok. Alors, pourquoi les contrôles d'entreprise RGE sont si peu pratiqués? Les contre-références sont nombreuses. Alors, les entreprises RGE, donc, je répète, c'est la qualification qui est demandée notamment pour les aides financières. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 entreprises qui sont RGE. Donc, vous comprenez bien que le contrôle est assez compliqué. Mais à partir de 2021, les contrôles vont être renforcés. Alors, ça ne va pas régler tous les problèmes, mais notamment les domaines de travaux RGE vont être précisés en fonction de travaux qui sont critiques, c'est-à-dire certains travaux où il y a beaucoup de problèmes de malfaçon, il y aura des contrôles plus importants, notamment des visites de chantier, ce qui permettra d'avoir des contrôles un peu plus précis et éventuellement d'évacuer des entreprises qui ne sont pas de qualité. Mais encore une fois, ça reste une certification qui concerne plus de 10 000 entreprises. Donc, ça ne remplace pas une étude un peu plus poussée de l'entreprise, d'étudier le devis, de voir s'ils ont bien les bonnes qualifications, les bonnes assurances, et également de demander des références de chantiers similaires, ce qui permet déjà grandement d'éviter ce qu'on appelle les éco-délinquants. Alors, avec le changement climatique, beaucoup de logements sont très chauds en été. Une rénovation énergétique peut-elle prendre sérieusement en compte ce problème? Peut-elle réduire la surchauffe estivale des logements? Alors oui, en effet, hein, l'isolation, elle a à la fois un rôle en été et en hiver. Donc une isolation thermique, qu'elle soit en toiture, qu'elle soit en façade, elle va à la fois protéger en hiver et en été. Donc le rôle des isolants, c'est pour les deux. Après, l'été, on a également des problèmes. Ce n'est pas par les mêmes endroits en fait, que la chaleur va rentrer. En été, principalement, les apports de chaleur, ça va être par la toiture et ça va être par les vitrages. Donc les vitrages ont vraiment le changement des fenêtres, avec notamment des protections extérieures, a vraiment des volets, des choses comme ça, a vraiment un rôle à jouer pour se protéger des surchauffes.
Et en toiture-terrasse, en effet, il y a des choses qui se font, avec notamment des revêtements réfléchissants en toiture. Aujourd'hui, par exemple, les toitures-terrasses, les revêtements bitumés, ils sont noirs. Donc, ils absorbent énormément le rayonnement solaire. Ce qu'on peut faire, c'est mettre des revêtements réfléchissants, blancs. Ça se fait de plus en plus. Il y a des entreprises qui font ça, ce qui permet de réfléchir le rayonnement en été. Donc, le confort d'été, il y a énormément de choses à dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'isolation, ça joue à la fois son rôle en hiver et en été. Est-ce que la qualification RGE est suffisante? Ce que je vous ai dit, non, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont RGE. Alors, en effet, c'est suffisant au niveau des aides, mais ce n'est pas suffisant pour s'assurer que l'entreprise est de qualité. Donc, ça n'empêche pas d'analyser vraiment le devis, d'être aidé notamment par l'ALEC pour cette analyse de devis et de vérifier les assurances et les références de l'entreprise. Quel est le niveau de confiance par rapport aux arnaques à 1 euro? J'en ai parlé. Comment le RGE est attribué? En fait, il y a des commissions par notamment des organismes de certification, notamment un qui s'appelle Calibat, qui analyse, c'est des dossiers en fait, qui sont déposés. Donc, il faut que l'entreprise ait suivi une formation, le référent technique ait suivi une formation, et ensuite, on analyse les références de chantier, les assurances, les déclarations à l'URSSAF, des choses comme ça. Et en fait, on attribue ou pas la qualification RGE. Et cette qualification, elle est sur une période, c'est-à-dire 4 ans. Et au bout d'un mois, et chaque année, elle peut être mise en cause. Notre audit énergétique date de 3 ou 4 ans. Y a-t-il nécessité d'une mise à jour avant de passer à l'étape de conception du projet? Alors, ça va dépendre en fait vers quoi vous vous orientez comme travaux. Si dans l'audit, il y a des scénarios qui correspondent totalement aux travaux vers lesquels vous voulez vous orienter, il n'y a pas forcément besoin d'une mise à jour. Mais très souvent, l'audit, il y a des différences par rapport à ce qui va être réellement voté et mis en œuvre. Donc, très souvent, oui, il y a une mise à jour qui est demandée. Donc, ça se fait fréquemment de recontacter des bureaux d'études qui ont fait des audits et de leur redemander une étude un peu plus précise sur un scénario qui va être voté. Et également, il y a 3-4 ans, les aides financières n'étaient pas les mêmes. Donc, il y a eu peut-être des augmentations en termes de critères de performance à respecter. Donc, ça peut être intéressant de le mettre à jour. Ce que je vous conseille, c'est de nous contacter, qu'on regarde ensemble l'audit et de voir si c'est pertinent. Pompe à chaleur ou chaudière, vous n'en avez pas parlé. Pompe à chaleur ou chaudière, alors aujourd'hui on parle principalement des bâtiments collectifs. Les pompes à chaleur aujourd'hui dans les bâtiments collectifs, c'est très peu mis en place parce qu'en fait une pompe à chaleur c'est vraiment adapté à des bâtiments très bien isolés, donc à des bâtiments neufs généralement. Donc pompe à chaleur généralement je le préconise pas dans des bâtiments qui sont mal isolés et puis ça s'adapte peu en fait aux bâtiments collectifs. Mais ça commence à se développer, mais pour l'instant il n'y a pas trop de retour d'expérience sur ça. Par contre en maison duel ça se développe énormément et dans le neuf en collectif je pense que ça va se développer. Vous n'avez pas parlé des conditions de subvention. Ça me fait une passerelle parce que je vais en parler tout de suite. Voilà. Donc il y aura un petit moment avec les questions. Si vous avez d'autres questions sur l'aspect technique, on en parlera à la fin. Sachant que j'ai un peu dépassé le temps déjà que je m'étais prévu, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide. Alors là, je vais vous présenter les différents dispositifs qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque dispositif parce que ça prendrait la journée et que en fait les aides, vous allez voir qu'elles dépendent énormément du projet de travaux qui va être voté. Elles dépendent également du type de ménage, c'est-à-dire entre les conditions de ressources du ménage, du gain énergétique qu'on va avoir en fonction du type de projet et du fait que ça soit des travaux privatifs dans le logement ou que ça soit des travaux collectifs. Donc, je vais vous présenter globalement les aides
Et après, si vous voulez plus de détails sur votre projet au niveau de la copropriété, ça sera intéressant de prendre contact avec moi pour que je vous détaille ça. Alors vous allez également voir qu'il y a pas mal de dispositifs et c'est assez complexe hein, d'analyser ça. C'est pour ça qu'au début, je vous ai parlé de la compétence d'ingénierie financière qui est pour moi indispensable en copropriété, c'est-à-dire d'être accompagné par un bureau d'études, d'un cabinet qui en fait a ce rôle de vous présenter et d'optimiser au maximum ces aides financières pour essayer vraiment de convaincre le maximum de gens de la pertinence des travaux et de combien en fait ils vont devoir réellement payer. Alors, au niveau des aides financières, vous avez une première aide financière qui s'appelle MaPrimeRénov'. Donc ça, cette aide financière, elle a été lancée le 1er octobre 2020, c'est assez récent, et elle remplace les anciens dispositifs, notamment ce qu'on appelle le crédit d'impôt. Donc elle a été lancée le 1er octobre 2020. On a un certain nombre d'informations sur cette aide, mais il y a encore certaines questions qui sont en suspens, donc à laquelle je n'ai pas encore la réponse, mais dont on devrait avoir les réponses assez rapidement, ce qui permettra de répondre à toutes vos questions. MaPrimeRénov' copropriété, alors je ne vais pas détailler tout ce qui est écrit ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une aide qui est une aide collective, donc qui est touchée par la copropriété. Donc la demande est à réaliser par le syndic. Cette aide, elle est demandée par le syndic pour les travaux collectifs, c'est-à-dire les travaux qui vont concerner les parties collectives, donc l'isolation par l'extérieur, la toiture terrasse, des travaux par exemple sur des chaudières collectives, mais également ce qu'on appelle les travaux privatifs d'intérêt collectif. Je vous les ai cités tout à l'heure. Vous aurez le support, vous verrez notamment l'arrêté dans lequel on liste tous les travaux privatifs d'intérêt collectif, et principalement ça va être les menuiseries, les fenêtres. Donc le changement des fenêtres, s'il est voté en AG, il peut rentrer dans ce programme d'aide. Donc si je donne un exemple, ça va concerner principalement des projets isolation par l'extérieur ou isolation de la toiture, changement des systèmes de chauffage collectif. Les conditions à respecter, c'est qu'il faut d'abord un gain énergétique supérieur à 35%. Donc ça, forcément, il doit être validé par un audit, il doit être validé par un bureau d'études. Donc il faut que le programme de travaux permette de réaliser 35% d'économie d'énergie. Deuxièmement, il faut que la copropriété soit composée à majorité de résidences principales, c'est-à-dire il faut que 75% des lots d'habitation, 75% des lots soient à usage d'habitation en résidence principale. Troisièmement, il faut être assisté par un assistant à maîtrise d'ouvrage, ce qu'on appelle un AMO. Donc ça reprend ce que je vous ai dit sur les acteurs tout à l'heure. Il faut être accompagné notamment par un opérateur, par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va valider tous ces critères-là et qui va notamment pouvoir vous garantir ce gain et calculer toutes ces aides-là. Et dernièrement, il faut que la copropriété soit immatriculée au registre, ce qui est obligatoire de toute façon pour toutes les copropriétés. Donc cette aide-là, en fait, c'est un pourcentage du montant des travaux. Donc dans le tableau, ça vous liste tous les plafonds de ces aides-là. Mais le principe de ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une aide qui correspond à 25% du montant des travaux. Il n'y a pas de différenciation entre les copropriétaires occupants ou bailleurs. Mais il y a quand même des plafonds, parce que 25%, vous n'aurez pas 25% de la totalité du montant du devis. Il y a quand même des plafonds à ne pas dépasser. Donc là, c'est vraiment le rôle de l'AMO, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, de calculer vraiment ces plafonds en fonction du type de travaux et du nombre de logements dans la copropriété. Et à cette aide-là, en fait, va pouvoir se cumuler différents types de bonus. Par exemple, si la copropriété aujourd'hui elle est en étiquette F ou G et qu'elle passe en étiquette A ou B, donc à travers des gros travaux de rénovation énergétique, il peut y avoir un bonus de 500 € par logement.
Pareil, si on arrive à un bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment basse consommation. Et il y a différents types de bonus comme ça qui peuvent se cumuler sur cette aide MaPrimeRénov' copropriété. Donc ça, comme ça, je ne peux pas vous dire un montant, ça dépend du type de travaux qui vont être votés et de la composition de la copropriété. Mais depuis le 1er octobre 2020, c'est l'aide principale en copropriété et elle concerne uniquement les devis qui ont été signés après le 1er octobre 2020. Alors, il y a MaPrimeRénov' copropriété qui concerne les travaux collectifs et il y a également MaPrimeRénov' individuel. Donc, MaPrimeRénov' individuel, ça va concerner les travaux dans le logement. Donc, par exemple, en copropriété, ça va être les travaux qu'on va faire dans un appartement. Par exemple, si on veut isoler par l'intérieur ces murs, ça va concerner MaPrimeRénov' individuel. Ou par exemple, si on est en maison individuelle, ça va être MaPrimeRénov' individuel. Là, dans ce cas-là, c'est chaque personne qui va demander une aide. Donc c'est une aide qu'il faut demander sur un site internet qui s'appelle maprimerenov.gouv.fr. Vous aurez tous les liens. Je vous ai noté également, vous avez le lien avec tous les barèmes, donc les aides, le montant des aides en fonction du type de travaux. Voilà, l'isolation, ça va être un montant en fonction du nombre de mètres carrés isolés. Les fenêtres, ça va être une aide en fonction du nombre de fenêtres changées. Et ces aides-là vont changer également en fonction des ressources, du revenu fiscal de référence de chaque foyer. Donc, c'est impossible de dire, la règle générale, c'est vous avez tant d'aides pour tels travaux. C'est pour ça, sinon, ça sera un tableau avec 45 colonnes. Donc là, vous avez les liens qui vous permettent de dire, dans votre catégorie de revenus, vous avez le droit à telle aide. Ça, en revanche, en copropriété, en effet, ça concerne uniquement les travaux qui sont à l'intérieur du logement. Donc ça également, ça concerne les devis signés après le 1er octobre 2020 pour les ménages non modestes, c'est-à-dire les ménages qui sont au-dessus des critères de ressources qu'on considère personnes modestes. Je vous montrerai dans une diapo suivante quels sont ces critères de ressources. Les autres personnes, c'est-à-dire les personnes modestes, elles y étaient éligibles depuis le début de l'année, depuis le début de l'année 2020. Par contre, pour les personnes non modestes, c'est que depuis le 1er octobre 2020. Et donc, ce qui est important, c'est de faire la demande avant le début des travaux. Et là encore, il n'y a pas de distinction entre un propriétaire occupant et bailleur. Alors, une autre aide qui existe, donc là je vous ai présenté, c'est les aides publiques. MaPrimeRénov', c'est des aides de l'État, des aides publiques. Il existe une autre aide, en fait, c'est les aides des fournisseurs d'énergie, notamment ce qu'on appelle le dispositif des certificats d'économie d'énergie, les CEE. Ce dispositif, notamment, c'est ce qui permet de financer ce qu'on appelle ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les travaux gratuits, les travaux à 1 euro. Ces entreprises-là, elles se basent sur ce dispositif. Mais il n'y a pas que ces travaux-là qui permettent de bénéficier de ces aides de fournisseurs d'énergie. Le principe, c'est que chaque fournisseur d'énergie, EDF, Total, Engie, enfin, tous les fournisseurs, ils ont des objectifs fixés par l'État, un peu selon le principe pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'en fonction des quantités d'énergie qu'ils vendent, ils doivent atteindre un certain niveau d'économie d'énergie. Et donc, pour l'atteindre, ils donnent des primes à des personnes, des copropriétés, des maisons individuelles, qui vont réaliser des travaux d'isolation ou changer des systèmes de chauffage. Donc ça, le montant va être également variable en fonction des types de travaux. Je vous ai mis un exemple ici, juste pour l'exemple. Par exemple, l'isolation du toit, ça peut représenter une aide qui est de 10 € du mètre carré isolé. Voilà, c'est un exemple. Pour les murs, ça va être différent. Pour si on change une chaudière, ça va être différent. Et ça va dépendre, pareil, aussi du type de travaux et de la performance des travaux. Donc il y a des critères de performance à respecter, que ce soit pour MaPrimeRénov' ou ces aides-là, et également l'obligation de passer par des entreprises RGE. Une des obligations à respecter, c'est que la demande
pour ces aides-là, elle est à effectuer avant la signature du devis. Donc même avant pas que avant le début des travaux, c'est avant la signature des devis. Pour des travaux collectifs, par exemple isolation par l'extérieur, en copropriété, la demande va être à faire par le syndic. C'est le syndic qui va faire cette demande-là. Et la prime, elle sera versée sur le compte du syndicat de copropriétaires et répartie au niveau des copropriétaires en fonction de la quote-part de travaux. Par contre, si c'est des travaux individuels, donc dans le logement, là, ça va être au copropriétaire de faire sa demande. Donc, de contacter EDF, de contacter Engie pour bénéficier de cette prime-là. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour savoir à peu près le montant de ces primes et comment vous y prendre pour en bénéficier. Et dernier point, parfois, il y a certaines entreprises, vous n'avez pas à faire les démarches. C'est-à-dire qu'elles s'occupent elles-mêmes de demander ces primes-là. Donc, c'est elles qui les touchent. Et en fait, ça vient en déduction du montant du devis. Donc, je vous ai également mis le lien d'une plateforme, d'un comparateur en fait, qui permet de comparer les primes d'un fournisseur d'énergie à l'autre parce qu'elles peuvent plus ou moins varier d'un fournisseur d'énergie à l'autre. Dernier point sur ces aides-là, là, en fait, c'est des aides en fonction du type de travaux. C'est-à-dire, je peux avoir une aide si j'isole le mur, je peux avoir une aide si j'isole la toiture. Pour chaque travaux, je peux avoir une aide. Il y a également la possibilité, en copropriété, d'avoir une aide qui est globale, c'est-à-dire un projet de rénovation globale, à l'exemple de ma prime Rénov copropriété. Et ça, en fait, ça permet d'avoir une aide qui peut être bonifiée. Et donc, cette aide-là, quand vous êtes accompagné par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, il va l'intégrer dans le plan de financement pour calculer en fait toutes les aides auxquelles vous avez. Alors, dernier point au niveau des aides, il y a une aide spécifique pour les ménages modestes. Donc, les ménages notamment qui sont en dessous de cette catégorie de ressources que vous voyez dans le tableau. Vous aurez le support avec les liens. Donc ça concerne notamment les ménages modestes et très modestes qui font des travaux d'isolation. Et donc ça peut concerner à la fois des travaux dans le logement ou des travaux collectifs. Mais il faut que le gain énergétique soit minimum de 25% pour un propriétaire occupant et de 35% pour un propriétaire bailleur. Également, le propriétaire occupant, il s'engage à occuper cette résidence principale pendant au moins 6 ans après la fin des travaux. Dans la diapo d'après, je vous ai mis les pourcentages d'aide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour bénéficier de cette aide-là, il y a un opérateur local qui a été désigné par le département et vous devez obligatoirement passer par eux pour mobiliser cette aide-là auprès des ménages modestes. Quand vous êtes en copropriété, l'intérêt, ça va être par exemple un représentant du conseil syndical, de faire un peu, de contacter différents copropriétaires pour voir est-ce qu'ils pourraient être éligibles, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être dans cette situation-là, être en dessous de ces catégories de ressources, et donc de leur dire de contacter derrière l'opérateur local qui s'appelle Citémétrie et qui va monter le dossier d'aide pour ces personnes-là en fonction de leurs revenus et du montant des travaux, puisque cette aide, c'est un pourcentage du montant des travaux. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez dans ce tableau les pourcentages d'aide de l'ANA, donc l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, à laquelle s'ajoute une aide du département et également des collectivités territoriales. Donc ces ménages-là, les ménages modestes, très souvent, ils peuvent avoir des aides qui sont assez importantes. Donc c'est très intéressant de passer par ce dispositif pour permettre à ces ménages d'être embarqués dans ce projet de rénovation et de leur dire vous avez un moyen pour financer ces travaux-là. Donc, pour les inciter vraiment à voter pour des travaux de ce type-là. Souvent, les ménages modestes ou qui ont des ressources faibles, c'est eux qui vont parfois voter contre des projets de rénovation parce qu'ils se posent la question de comment ils vont pouvoir payer les travaux. Donc ces aides-là permettent vraiment d'aider ces ménages-là et de vraiment accélérer des projets de rénovation énergétique.
Voilà. Si vous avez des questions plus spécifiques, hein, n'hésitez pas à nous contacter, on regardera en fonction de votre projet les aides que vous pouvez mobiliser et les montants qu'on peut estimer. Dernier point, c'est sur les... alors, ce n'est pas des aides, hein, mais c'est le financement, comment financer les travaux. Donc très souvent, en fait, quand on a des travaux collectifs, le syndic met en place des prêts collectifs. Un prêt collectif qui permet aux copropriétaires d'adhérer à ce prêt pour pouvoir financer les travaux. Alors, ces prêts collectifs, il y a un des prêts qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro. Donc l'intérêt, c'est qu'il est à taux zéro, donc il ne vous coûte rien en termes de prêt. Il en existe deux. Il y a un éco-prêt à taux zéro individuel, c'est-à-dire que c'est vous, chaque copropriétaire qui se renseigne auprès de sa banque sur la possibilité de faire un éco-prêt à taux zéro pour des travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est individuel. Et il y a le collectif, c'est-à-dire là, c'est la copropriété qui prend un éco-prêt collectif. Et ce prêt, en fait, les copropriétaires peuvent décider d'y adhérer ou non. Donc, ce n'est pas une adhésion obligatoire, hein, et il n'y a pas de solidarité entre les copropriétaires, c'est-à-dire que s'il y a une défaillance d'un copropriétaire, bah, ça ne pose pas de problème sur les autres copropriétaires parce qu'il y a une caution bancaire qui prend le relais. Donc ce prêt collectif, il est intéressant notamment pour des personnes, ça va être également par exemple pour des personnes modestes, pour des ménages retraités. Parfois, il y a des problèmes pour obtenir des prêts individuels auprès de leur propre banque. Donc cet éco-prêt collectif, il peut permettre de trouver des solutions de financement à des personnes qui auraient un peu du mal en le faisant seul de leur côté. En revanche, voilà, cet éco-prêt collectif, il y a peu de banques aujourd'hui qui le proposent. Il y en a 3, hein, je vous les ai notés dans le PowerPoint. Par contre, l'éco-prêt individuel, ça, la majorité des banques le proposent, même si parfois ils mettent des conditions un peu complexes, notamment en termes de revenus. Mais ça, c'est comme tous les prêts, où en fait, ils étudient la situation bancaire de l'emprunteur. Alors, avant de conclure ce webinaire et de voir si vous avez des questions, je voulais juste vous parler d'un MOOC. Donc un MOOC, en fait, c'est une formation en ligne qui est totalement gratuite. Ce MOOC, en fait, il est spécialisé sur la rénovation en copropriété. Donc là, vous avez vu de manière globale, très générale, qu'est-ce qu'on peut faire en copropriété, quelles sont les étapes, quels sont les acteurs. Mais forcément, on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait faire un webinaire sur chaque sujet. Donc ce MOOC, il permet vraiment de rentrer dans le détail de chaque projet de rénovation et de vraiment avoir les clés pour réussir un projet de rénovation énergétique en copropriété. Donc il a été créé par des structures de confiance, hein, notamment des associations comme nous en Rhône-Alpes. Et je vous invite vraiment à aller le consulter. C'est totalement gratuit. Vous pouvez vous rendre sur le lien là, qui est indiqué sur la slide. Vous avez jusqu'au 8 décembre pour vous inscrire à ce MOOC. Mais une fois que vous êtes inscrit, tous les cours disponibles sont disponibles, ils seront disponibles même après. Donc vous avez des vidéos, de retour d'expérience, des présentations des différents acteurs, qu'est-ce qu'un bureau d'études, quel est le rôle d'un architecte, quel est le rôle de l'ingénierie financière. Ça rentre vraiment dans le détail et ça permet vraiment d'être outillé, notamment pour un conseil syndical, pour mettre en œuvre et démarrer un projet de rénovation énergétique en copropriété. Donc, je vous invite vraiment à aller le consulter, même si c'est pour regarder quelques vidéos ou quelques informations. Donc vous aurez mes contacts dans le support de présentation, et donc n'hésitez pas à me contacter à la suite de ce webinaire. Donc je vais regarder s'il y avait d'autres questions. Alors, tac.
Alors, pour réduire les déperditions par la ventilation, une installation double flux est-elle pertinente? Alors, la ventilation mécanique, en effet, vous avez deux types de ventilation mécanique. Simple flux, où en fait, c'est ce qu'il y a la majorité dans le bâtiment. Ça va aspirer l'air vicié dans les pièces humides, cuisine et salle de bain. Et vous avez une ventilation double flux. Voilà, ça, c'est la deuxième possibilité, où en fait, il va y avoir une récupération de chaleur. Et on va, au lieu d'avoir des entrées d'air dans les fenêtres, vous allez avoir des gaines de soufflage qui vont souffler de l'air préchauffé, on va dire, dans les pièces de vie. Donc ça peut être pertinent, mais les travaux sont quand même très importants. C'est-à-dire que dans des logements en rénovation, ça peut dire qu'il faut créer des faux plafonds pour intégrer des gaines de soufflage. Il faut mettre en place le caisson de ventilation double flux avec une récupération de chaleur. Donc pour moi, ces ventilations double flux, c'est surtout adapté dans le neuf ou dans des rénovations très performantes. Parce qu'une double flux dans un bâtiment qui est isolé mais pas vers des choses optimales, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et le surcoût ne serait pas justifié. Donc ça s'étudie cas par cas, mais en maison individuelle, pourquoi pas. En copropriété, c'est quand même très compliqué de mettre en place ça pour des questions de place, pour mettre en place ces gaines, pour mettre en place le caisson de récupération de chaleur. Mais techniquement, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors, quid des crédits ou déductions d'impôts? Alors, c'est ce que je vous ai dit dans la partie aide financière. L'aide MaPrimeRénov', elle vient remplacer le crédit d'impôt. Donc, à partir de 2021, il n'y aura plus de crédit d'impôt. Les crédits d'impôt n'existeront plus. La question, en revanche, se pose toujours sur les travaux qui ont été débutés avant le 1er octobre 2020, donc, ou notamment les travaux en cours qui se termineront en 2020 ou en 2021. Là, en fait, il va falloir attendre la loi de finances qui va être votée à la fin de l'année, où en fait, on va nous dire si le crédit d'impôt, il y a une passerelle qui permet de continuer à bénéficier du crédit d'impôt pour les travaux qui ont été débutés avant le 1er octobre. Mais pour les travaux qui n'ont pas été débutés, pour les futurs travaux, vous êtes dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'. Voilà. Comme je vous dis, c'est très complexe, hein, donc je ne peux pas rentrer dans le détail de chaque dispositif. Donc, voilà. Patrick demande amortissement sur combien d'années en moyenne? C'est impossible de vous dire un chiffre comme cela. C'est pour ça que c'est important de faire un audit énergétique, parce que ça va dépendre énormément du type de bâtiment, de l'état des lieux existants, voilà, par exemple une isolation par l'extérieur entre un bâtiment des années 70 qui est un cube, on va dire, où c'est très facile d'isoler, et un bâtiment où il y a énormément de balcons, de vitrages, de choses comme ça va être beaucoup plus complexe d'isoler, ça va coûter plus cher, le temps de retour ne va pas du tout être le même. Donc c'est pour ça que l'audit énergétique, il est important pour pouvoir fixer des idées de temps de retour sur investissement. Même si ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps de retour sur investissement, ce n'est pas le seul critère à prendre en compte, du fait qu'il y a l'augmentation du coût de l'énergie qui va réduire ce temps de retour sur investissement, mais également le confort. Il y a plein d'autres critères qui vont au-delà du temps de retour sur investissement. Alors, j'essaie de voir si j'ai d'autres questions. Peut-on toucher MaPrimeRénov' si le coût est supérieur à 15 000 € par logement? Oui, c'est possible, c'est juste qu'il y a un plafond. Et le plafond, c'est 15 000 € de travaux maximum par logement. J'ai l'impression que j'ai traité toutes les questions. Si j'en ai oublié, alors oui, je vois juste. Que se passe-t-il si un copropriétaire déménage peu de temps après la décision de l'AG? Doit-il payer les travaux? A-t-il droit aux aides? Doit-il rester dans le logement? Alors, s'il y a une décision de l'AG, si
Si le logement est vendu après l'AG, en effet, le propriétaire, au moment du vote, c'est à lui de payer les travaux. En revanche, les aides, il y a des aides, elles sont mobilisables au moment du dépôt de la demande. Par contre, il y a certaines aides, notamment les aides pour les personnes modestes, vu qu'il y a l'obligation d'occuper le logement pendant 6 ans, ces aides-là ne sont pas mobilisables. Encore une fois, c'est là que c'est important d'être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui pourra voir toutes les conditions spécifiques. Alors, il y a Citémétrie qui a posé un message. Donc, Citémétrie, ce que je vous ai dit, c'est l'opérateur ANA. Donc, ce qu'ils indiquent, c'est qu'ils assureront l'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment sur MaPrimeRénov' copropriété. Donc, vous pourrez les contacter pour être assistant à maîtrise d'ouvrage dans un projet pour mobiliser MaPrimeRénov' copropriété. Voilà, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer personnellement sur mon mail. Je vous remercie de votre participation. Et donc, vous aurez accès au support de présentation et un replay du webinaire. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter par la suite pour étudier votre cas spécifique et lever les doutes, notamment que vous pouvez avoir sur les questions techniques et financières. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.